Bonsoir et bienvenue pour le 7-8 politique. Dans cette édition du 17 juin, deux invités. Jean-Philippe Mallet, le député socialiste des Yvelines, qui me rejoindra tout à l'heure pour évoquer l'appel des 100. Il fait partie de ce groupe que certains qualifient de rebelle au sein de la majorité. Mais pour débuter, j'accueille Antoine Best. Bonsoir. Bonsoir. Président de la Fédération des jeunes UDI des Yvelines. Les jeunes UDI qui viennent de tenir avec leurs aînés d'ailleurs le premier congrès national ce week-end. Votre section a un peu plus d'un an. Deux campagnes électorales viennent d'être menées, municipales, européennes. L'heure est au bilan. Et quel bilan justement vous faites de cette très longue année politique? Alors un bilan global, c'est quand même compliqué pour tout prendre d'un coup, mais globalement, c'est Soulagé positif. en tout cas, ça s'est bien passé? Oui, tout s'est bien passé, les municipales se sont bien passées, les européennes mieux qu'on ne pouvait l'espérer. Donc de ce point de vue-là, on n'a aucun souci. Et puis après, de toutes les activités plus locales et donc départementales, ça s'est très bien passé aussi avec une très belle dynamique, donc aucun problème. Vous avez le sentiment d'avoir développé une stratégie payante parce que lors des municipales, il y avait des alliances qui n'étaient pas forcément très claires pour les électeurs, soit avec l'UMP, soit avec le MoDem, c'était en fonction des villes. En revanche, c'était forcément plus net pour les européennes avec l'alternative, le MoDem uniquement. C'était le bon choix? Vous n'avez pas perdu des électeurs avec au début la mise en route plutôt difficile sur la recherche d'alliés, de partenaires? C'est toujours compliqué, quelle que soit la stratégie, on en perd et on en gagne. L'important, c'est d'avoir une ligne claire. Et on était les seuls à avoir une ligne claire. À la limite, peut-être aussi le FN, à l'opposé. D'ailleurs, je crois sincèrement que c'est la nouvelle aujourd'hui polarisation de la vie politique. On a les libéraux pro-européens d'un côté, on a les conservateurs nationalistes de l'autre. Et c'est cette ligne claire qui paye aujourd'hui. Donc après, est-ce qu'on en a perdu? Peut-être parce qu'on n'était pas assez conservateur, ou au contraire parce que on ne convenait pas tout à fait à ce qu'on avait jusqu'à aujourd'hui au centre, c'est-à-dire un parti clair. Là, on l'a, donc je pense qu'au contraire, on en a plutôt gagné. En tout cas, en termes de clarification, c'est clair. Aujourd'hui, vous dites qu'il y a une vraie bipolarisation de la politique, mais UDI, Front National. Oui, on le voit très bien Et avec... SUMP n'existe plus. Donnez-moi Sont amenés à disparaître. Donnez-moi typiquement leur ligne politique sur des questions économiques, pas uniquement européennes, on a parlé beaucoup des européennes pendant la campagne, mais pas uniquement, même sur les questions sociales, sociétales, économiques, environnementales, écologistes. Toutes ces questions-là, ils n'ont pas de réponse claire. Vous prenez un Bruno Le Maire d'un côté ou d'un Mariani de l'autre, à droite, vous pouvez prendre un Manuel Valls ou un Gérard Filoche, à gauche, c'est la même chose. C'est complètement explosé, il n'y a pas d'idéologie dans ces partis aujourd'hui. Donc l'UDI est un parti qui se suffit à lui-même, plus d'alliance, plus de rapprochement. Comment vous voyez l'avenir, l'évolution du parti? On reste dans le giron de l'UMP, on s'en éloigne? Alors non, et d'ailleurs le congrès national de ce week-end a permis de clairement clarifier les choses. Aujourd'hui, on réaffirme le I de l'UDI, c'est-à-dire que nous sommes un parti indépendant. C'est absolument primordial, indépendant du centre, d'autres partis centristes, c'est-à-dire le MoDem, indépendant de la droite, de l'UMP. Nous avons notre corpus idéologique, on s'appuie là-dessus, nous avons nos militants, nous avons nos structures maintenant. Donc nous sommes indépendants structurellement et intellectuellement. Donc il n'y aura pas de fusion avec le MoDem? On verra quelle forme ça aura. Aujourd'hui, nos responsables politiques au niveau national n'ont aucune envie de couper tous les ponts qui ont été construits pendant la campagne des européennes. Ça n'aurait d'ailleurs aucun sens. Par contre, il faut savoir après, dans les mois qui viennent, quelle forme ça va prendre. Est-ce qu'on va continuer à avoir des actions locales sur le terrain ensemble? Est-ce que ça va prendre la forme de congrès? Est-ce que ça va prendre la forme de réunions publiques? Ça, on ne sait pas encore, c'est à voir. Et vous souhaitez quoi justement pour l'avenir de l'UDI? Qu'est-ce qui serait le plus clair pour vous? Le plus clair, moi, ce que je souhaite, comme beaucoup des militants centristes, c'est une fusion à long terme. En tout cas, en regroupement progressivement de nos chapelles avec une seule et belle entité. C'est comme ça que nous avons été efficaces pour les européennes. C'est comme ça qu'on sera efficace sur le long terme politiquement, parce que c'est ce qu'attendent les citoyens. Ils savent plus quoi voter. Le centre, c'était déjà un peu le foutoir pour parler clairement. Il y a encore peu de temps. Depuis un an, avec l'UDI, le MoDem, nous avons deux beaux partis qui fonctionnent plutôt bien. Donc ça serait dommage de rester uniquement là-dessus, de ne pas continuer le chemin qui a été construit jusqu'à maintenant. Sans risque de voir ensuite, une fois les deux formations vraiment rapprochées, voire fusionner, de nouvelles tensions apparaître avec des tendances différentes, comme c'est le cas, vous parlez de l'UMP, des socialistes. Est-ce que ce n'est pas le risque de voir avec une seule et même formation UDI qui regrouperait tout le centre, des nouvelles tendances? C'est toujours le risque, mais en même temps, ces risques-là existaient déjà ces derniers mois. Ça ne nous a pas empêché de travailler ensemble sur des lignes assez précises, puisque nous avions les mêmes projets au niveau européen. Je reviens à chaque fois sur le projet européen, mais c'est ce qui nous a réunis ce coup-ci. Donc après, évidemment, si on doit travailler ensemble, c'est aux deux parties de clarifier leur ligne. L'UDI a toujours été extrêmement clair, typiquement. Après, c'est aussi au MoDem à savoir, et à M. Bayrou, de savoir sur quelle ligne ils veulent travailler demain.
Congrès en novembre pour désigner le nouveau président de l'UDI après la démission de Jean-Louis Borloo. Pour l'heure, il n'y a qu'un seul candidat, député maire de Neuilly, Jean-Christophe Fromentin. Il s'est déclaré officiellement. C'est l'homme de la situation. Vous attendez d'autres candidatures? Il y en aura certainement d'autres. C'est pas une surprise. Donc moi, j'attends de voir. Hervé Morin, par exemple. Hervé Morin, Jean-Christophe Lagarde, c'est a priori les deux candidats qu'on attend le plus en parallèle. Il y aura peut-être d'autres, on ne sait pas. Il y aura peut-être Jean Arthuis, peut-être Chantal Joanneau, on ne sait pas. Mais vous n'avez pas de candidat? Moi, personnellement, non. À titre personnel, non. Vous attendez de voir comment ça va se passer? Vous vous mettez en retrait? Vous n'allez pas vous impliquer dans cette campagne interne? Je m'impliquerai dans le sens où je viendrai accueillir les candidats qui viendront dans les Yvelines. Je m'impliquerai dans le sens où je suis militant comme les autres et donc je viendrai aux réunions publiques qui se monteront. Par contre, en tant que responsable départemental, je n'ai pas envie de m'impliquer aujourd'hui au nom précisément d'une chapelle au risque de diviser mes militants. L'UDI, on va repréciser, c'est le regroupement aussi de plusieurs formations, de plusieurs tendances. Il y a le Parti radical qui tient une place importante. Et au Parti radical, actuellement, il y a déjà cette élection interne pour succéder, là aussi, à Jean-Louis Borloo, le maire de Nancy, Laurent Hénart, ou encore l'ex-ministre Ramayad, qui se livre une bataille plutôt rude sur fond d'adhésion, d'un flot d'adhésion assez suspect. On verra les évolutions, les différentes enquêtes qui sont menées en interne. Quel regard vous portez sur la situation au Parti radical et ces tensions vraiment de plus en plus fortes, Oui, je crois qu'elles se sont quand même un petit peu aplanies ces derniers jours. Il y a eu la semaine dernière, effectivement, des articles, notamment dans la presse écrite. Des déclarations des deux candidats aussi, entre Oui, Ramayad et bien sûr. Non, mais les tensions sont réelles. Je ne vais pas m'amuser à cacher ce que tout le monde voit. Ça n'a pas de sens. Par contre, il faut quand même un petit peu minimiser. Après des comptes, il y aurait seulement une centaine d'adhésions de cas un peu litigieux. Bon, une centaine sur plusieurs milliers, c'est quand même relativement modeste. Sachant qu'également que uniquement pourront participer au vote ceux qui ont adhéré ou réadhéré avant le 16 mai. Donc toutes les adhésions de dernière minute, qu'elles soient de bonne foi ou pas, de toute façon ne seront pas prises en compte. Et encore une fois, tous les candidats, on peut avoir accès au fichier. Donc voilà, c'est tous les tiraillements un peu stériles. Je pense que c'est pas la peine nécessairement de mettre la lumière davantage dessus. Il y a en tout cas deux visions qui se dégagent pour l'avenir du Parti radical. Ce ne sont pas forcément les mêmes personnes qui vont incarner le parti, que ce soit Ramayad ou Laurent Hénart. Vous avez là aussi un regard ou vous vous mettez en retrait? Ce n'est pas une question de retrait. Je ne suis pas militant du Parti radical. Mais c'est une composante importante de l'UDI, ceci dit. Bien sûr. Mais je n'ai pas mon mot à dire en tant que président de la Fédération des jeunes UDI des Yvelines. Et puis encore une fois, moi je suis là pour parler et représenter l'UDI, le Parti radical. Je laisse là aux militants du Parti radical. Si j'avais été militant du Parti radical, peut-être que je vous aurais dit un mot, mais là, franchement, je ne suis pas sûr que ce soit... Parti radical, ça ne peut pas nuire à l'UDI aussi? Je pense pas. Il faut aussi... Cette guerre de succession après Jean-Louis Borloo qui va s'ouvrir aussi forcément à l'UDI? Je n'appellerais pas ça une guerre. C'est dans tout parti, il doit avoir une démocratie interne. Alors évidemment, dès qu'il y a démocratie, ça nécessite une certaine concurrence et donc parfois un peu de heurts. Mais en dehors de ça, c'est naturel. Donc je ne pense pas qu'il faille davantage mettre en lumière, encore une fois, ce genre de petits débats internes. Pour en revenir vraiment aux jeunes UDI en France, dans les Yvelines aussi, en termes d'adhérence, ça représente quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est difficile à dire. On est, on va dire, un bon millier. Au dernier congrès de ce week-end, nous étions 200 à Paris, de toute la France, à être montés. Donc une belle dynamique, encore une fois, qui continue. Et comment va se passer la rentrée? L'année 2015, il y aura forcément moins d'élections, en tout cas sur notre secteur, sur les Yvelines, sur l'Île-de-France, puisqu'il y aura les sénatoriales, mais ça ne concernera pas le renouvellement des sénateurs en place sur notre département, sur notre région. Pour vous, les objectifs sur 2015, c'est quoi? Que la campagne déjà interne se passe bien pour la présidence. C'est évident. Mais au-delà de ça, pour porter la campagne et en dehors de ça, continuer à être sur le terrain, c'est ce qui a payé pendant tous ces mois. Nous étions quasiment le seul parti à être présent non-stop auprès des citoyens, à expliquer, à nous montrer, et pas toujours un tract à la main, aussi simplement échanger, écouter l'envie et les besoins des citoyens, poursuivre ça à travers de nouveaux outils, parce que la politique et les Français attendent de nouveaux outils aussi de politique. Donc, ça va se poursuivre. Ça va se poursuivre sur le terrain, parce que souvent les formations politiques, on les voit avant les élections. Bien sûr, juste avant, c'est évidemment, mais au contraire, nous, notre but, c'est, on va dire, une formule assez ordinaire, mais c'est concret. On l'a fait depuis un an, on va le poursuivre, c'est faire de la politique autrement. Encore une fois, c'est faire du terrain. Vous êtes arrivé au sein des conseils municipaux, au gré des alliances aussi avec d'autres formations, dans le département, UMP ou Modem ou autres, et vous êtes arrivé aux affaires, en tout cas, avec des postes de maire adjoint. Là aussi, il va falloir faire vos preuves.
Évidemment, mais c'est ça qui est intéressant, c'est pas uniquement être le porte-drapeau, c'est la force de l'UDI, c'est certes une plus petite structure qu'on peut avoir par exemple à l'UMP ou au PS, mais ça permet aussi aux militants qui en ont envie et qui s'impliquent au sein du mouvement de pouvoir évoluer, être au contact évidemment d'une part auprès des citoyens, mais aussi de l'autre de nos élus locaux. Et ça, effectivement, ça nous permet d'être aux manettes très rapidement et de, au-delà des mots, être aux manettes et savoir ce que c'est qu'exercer un mandat même local. Et on aura l'occasion de refaire un bilan une fois que les premiers mois seront passés. Merci à vous. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le responsable des jeunes UDI des Yvelines, formation qui a un peu plus d'1 an maintenant. Merci. Merci. Dans un instant, c'est Jean-Philippe Mallet, le député socialiste des Yvelines, qui va prendre votre place. Tout d'abord, je vous propose d'écouter François Deligné, le maire de Guyancourt. Il est conseiller général des Yvelines, socialiste. Il siège dans l'opposition à 50 ans en Yvelines. Il nous a expliqué sa vision du développement de cette intercommunalité. Contrairement à la nouvelle équipe en place, il ne préconise pas un rapprochement avec des communes comme Morpas, Plaisir ou encore les Clés-sous-Bois, mais plutôt avec l'OIN, l'opération d'intérêt national de Saclay. C'est au micro de Catherine Zulato. La question, ce n'est pas de savoir est-ce qu'on accole telle ou telle commune, jusqu'à présent isolée ou en intercommunauté provisoire. La vraie question, c'est comment ce territoire doit évoluer et avec quel projet. Qu'est-ce qu'on aura comme projet en commun pour porter ensemble ce qu'on appelle un projet de territoire, justement. Eh bien, moi, je crois que c'est des questions de développement économique, de développement universitaire et de recherche, et également de transport structurant, c'est-à-dire ces questions qu'on retrouve au sein de l'opération d'intérêt national qui doivent être déterminantes. Et donc, pour Guyancourt, et pour d'autres communes aussi de Saint-Quentin-en-Yvelines, il est important de se tourner vers ces projets d'avenir plutôt que de simplement faire des calculs d'addition de communes isolées. Je rappelle que l'opération d'intérêt national, c'est sur le territoire de Saclay. Nous sommes la partie occidentale du plateau de Saclay. Il faut se tourner aussi vers nos voisins. Il y a Versailles Grand Parc, il y a la CAPS, et c'est avec eux qu'il faut regarder quelle coopération et quel avenir sur des sujets d'importance. Jean-Philippe Mallet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député des Yvelines, socialiste. On vient d'entendre François Deligné, votre collègue au Conseil général des Yvelines, puisque vous siégez également au département. Et il évoquait le développement de l'agglomération de Saint-Quentin, maintenant qu'il est dans l'opposition après avoir connu la majorité sur les précédentes mandatures. Est-ce que vous partagez sa vision? Saint-Quentin doit davantage échanger avec l'OIN plutôt que de se rallier à d'autres communes comme Morpas, Plaisir, Les Clés? Très certainement, et c'est le discours que nous avons porté également avec François Deligné auprès de Monsieur le Préfet. La cohérence, la rationalité, les moyens qui seront donnés par l'État, c'est l'OIN. Donc mettons à profit cette plus-value des moyens donnés par l'État qui va mettre de l'argent dans cette opération d'intérêt national pour travailler avec le plateau de Saclay qui va connaître un développement important plutôt que de faire des alliances dépendant de personnes ou du bon vouloir de certains élus. Privilégions la cohérence et l'efficacité de cette opération d'intérêt national qui d'ailleurs a été créée sous l'ancienne majorité présidentielle qui ne ressort pas d'une logique politique mais bien d'une logique économique et de développement. Je le disais, vous êtes député, conseiller général cette semaine. C'est Valérie Pécresse, responsable de l'UMP dans les Yvelines, ancienne ministre, qui disait à propos de la réforme territoriale de François Hollande que c'était un rendez-vous manqué. Elle veut la suppression rapide des départements pour de réelles économies, notamment. Est-ce que vous êtes d'accord? Il faut supprimer les départements? Écoutez, demain d'ailleurs, c'est demain que la réforme territoriale, les deux textes qui vont porter, les deux textes de loi qui vont porter la réforme territoriale seront sur la table du Conseil des ministres. La réforme territoriale, c'est beaucoup de choses, mais en particulier la suppression des conseils départementaux, pas des départements, des conseils généraux, conseils départementaux à horizon 2020. Bon, Valérie Pécresse voudrait que ça aille plus vite. Il faudrait le faire dès maintenant pour faire des vraies économies. Oui, mais écoutez, beaucoup de personnalités, je pense à un démographe, un anthropologue comme Hervé Lebras, des intellectuels, des gens qui réfléchissent un petit peu à ce qu'est la France, son histoire, sa géographie, mettent en garde également le gouvernement en disant mais on ne supprime pas d'un trait de plume comme ça une collectivité qui a déjà 200 ans d'âge, créée par la Révolution française, qui est dans l'imaginaire collectif des Français. Donc les choses se font avec un minimum de temps et de précaution. Voilà. Donc la réforme est bonne, la réforme territoriale telle qu'elle est présentée pour l'instant, vous convient? Elle me convient dans ses grandes lignes, mais là aussi j'attends et j'attendrai avec impatience et beaucoup d'intérêt la discussion parlementaire qui va commencer au Sénat au mois de juillet avant d'aller à l'Assemblée nationale
en septembre, octobre, j'imagine. Et ce qui nous amène forcément à l'objet principal de votre venue ce soir. Vous faites partie de ces députés socialistes à soutenir l'appel d'essence et ce collectif qui souhaite plus d'emplois, plus de justice sociale de la part du gouvernement. Est-ce que vous vous considérez comme un rebelle face au gouvernement? C'est la qualification qui est utilisée parfois par certains. Oui, pas du tout. Vous n'êtes pas un rebelle? Ni rebelle, ni frondeur, simplement quelqu'un un élu, un député, un citoyen engagé et qui entend être cohérent justement avec ses engagements. S'il s'agit d'assainir les comptes publics, d'être dans le sérieux budgétaire, moi j'y suis tout à fait favorable. Vous savez que depuis 1974, l'État n'a pas voté un budget en équilibre. Et on voit bien à quel niveau atteint la dette aujourd'hui. Donc effectivement, il faut faire des efforts pour se donner des marges de manœuvre. Il faut, faire diminuer cette dette, tout en sachant qu'il y a la mauvaise dette, celle qui sert à payer le fonctionnement de l'État, c'est-à-dire son gaz, son électricité. Mais il y a la bonne dette, celle qui sert à investir et à préparer le futur. S'il faut assainir les comptes publics, oui, il faut le faire pour se donner des marges de manœuvre. Mais en revanche, il ne faut pas quand même obérer, mettre en péril la croissance, le développement, la justice sociale. Et donc nous sommes certains députés, quelques députés, et de plus en plus nombreux d'ailleurs, au sein du Parti socialiste, du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, à avoir quelques idées en ce sens. Ça veut dire que vous ne vous sentez pas aujourd'hui représenté par le gouvernement? Vos idées, les idées socialistes, ne sont pas représentées par la politique menée par Manuel Valls? Non, je ne serai pas aussi sévère, je ne serai pas aussi sévère. Vous savez, la Ve République, et c'est une bonne chose, la Ve République organise la primauté de l'exécutif sur le législatif. Je veux dire, l'exécutif, et c'est une bonne chose. Moi, je suis pour la Ve République. Vous vous rappelez, la 4e République, c'était le bavardage incessant au Parlement, des gouvernements qui duraient 3 mois, 6 mois, l'instabilité. Ça, c'est pas bien. L'exécutif, aujourd'hui, a tous les moyens pour faire entendre sa voix, tous les moyens légaux. L'exécutif n'est pas très populaire et qu'on voit même du côté des députés que ce n'est pas le cas non plus. Voilà, mais moi, c'est là où je veux en venir, c'est que si en plus on interdit aux députés, en plus de ce cadre légal, on interdit aux députés, franchement, d'apporter leur contribution, de dire des choses à l'exécutif, ça ne sert à rien d'avoir une Assemblée nationale, honnêtement. Ce n'est pas la peine d'avoir 577 députés. Et vous avez le sentiment que ça sert à quelque chose? Vous êtes entendu, 5 avril 2014, c'est le premier courrier de l'appel décent adressé à Manuel Valls pour obtenir ce nouveau contrat de majorité et coopération plus efficace avec le gouvernement. Vous êtes entendu, vous avez ce sentiment-là? Ça sert à quelque chose? Tout à fait, il y a eu quand même, j'allais dire, des concessions faites par l'exécutif, en particulier, vous savez, sur on va dire le gel des pensions de retraite, et le seuil qui a été ça a été obtenu grâce à l'appel décent. Tout à fait, je le crois. Donc on va dire, c'est un dialogue un dialogue constructif qui s'est installé, qui s'est instauré entre l'exécutif et les députés socialistes. Ce matin, nous étions en réunion du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, et c'est comme ça que les choses doivent se passer. Une fois de plus, nous ne sommes pas selon la formule consacrée, des députés godillots. Voilà, nous avons des choses à dire et nous lisons dans une loyauté à l'exécutif, au gouvernement et au président de la République qui nous écoute. 9 juin, ce collectif, l'appel décent, fait des contre-propositions au dernier budget prévu par le gouvernement, avec taux de la CSG sur les revenus, 150 000 emplois aidés, 150 000 contrats en alternance. Autre proposition, concentrer les baisses d'impôts des entreprises sur celles qui en ont réellement besoin. Ces propositions seront reprises, appliquées? Oh oui, tout à fait, puisque vous savez... Vous en avez eu l'assurance? En tous les cas, il va y avoir des textes budgétaires qui vont être débattus à l'Assemblée nationale au mois de juin, c'est-à-dire la loi de finances rectificative, un collectif budgétaire, et également la loi de finances sur la sécurité sociale rectificative. Bien. Et effectivement, vous savez que l'exécutif proposait un allègement pour les entreprises de 41 milliards d'euros. Nous pensons que c'est important que de simplifier le cadre législatif, légal pour les entreprises, que de leur permettre de se développer, qu'elles payent certainement moins de cotisations sociales, mais on rééquilibre aussi par une politique de la demande. Et on souhaite que justement cette politique de l'offre soit rééquilibrée par plus de justice sociale, de l'argent mis effectivement pour le développement des emplois, pour une CSG qui soit moins élevée pour les classes moyennes et les classes populaires, pour l'investissement public local également. Donc il y a toute une déclinaison
si vous voulez, on souhaite qu'il y ait un petit peu plus de 20 milliards de ces 41 milliards initialement prévus par l'exécutif pour alléger les cotisations des entreprises, que 20 milliards soient mis sur la demande pour une meilleure justice sociale. Voilà, Et on n'oublie pas que, vous savez, un des vecteurs de la croissance, et on souhaite que la croissance redémarre, on souhaite que l'activité économique redémarre. Un des vecteurs, c'est quand même l'emploi, c'est quand même la demande, c'est quand même le pouvoir d'achat. Et ça, c'est très important. Donc, on souhaite à la fois faire cette politique de l'offre que veut le gouvernement, mais pas uniquement, avec une politique de la demande. Est-ce que le gouvernement, le Parti socialiste plus globalement, va dans le mur aujourd'hui entre les échecs aux européennes, aux municipales, la contestation dans la rue, à la SNCF, du côté des enseignants, sur la réforme des rythmes scolaires, la réforme Taubira aussi? Est-ce que le Parti socialiste ne mène pas la bonne politique aujourd'hui, ne répond pas aux attentes? Non, mais c'est difficile. De toute façon, c'est difficile, effectivement. C'est pour ça que nous privilégions cette politique que l'on espère de la justice sociale. On souhaite rééquilibrer la politique du gouvernement. Emmanuel Valls, c'est un discours très ferme. Il ne veut pas lâcher du lest, que ce soit sur la SNCF, par exemple, ou sur les rythmes scolaires. Benoît Hamon, que vous remplacez à l'Assemblée nationale, qui a été élu député, maintient cette réforme des rythmes scolaires, quitte à la vider quelquefois de son sens d'ailleurs, puisqu'on voit que dans certaines communes, puisque les communes sont libres d'organiser leur temps libre, ça tourne un peu la garderie quelquefois, et le gouvernement ne peut rien faire d'ailleurs. Oui, mais vous savez, comment dire, on est dans une situation de crise difficile. Tout le monde ne voit pas ce qu'est l'intérêt général. Par exemple, sur les rythmes scolaires, vous m'en parlez. Moi, le point de départ de cette réforme des rythmes scolaires, c'est quand même l'intérêt de l'enfant. C'est quoi l'intérêt de l'enfant? C'est un constat partagé par tous les spécialistes, les experts, les chronobiologistes. Aujourd'hui, en France, la journée de l'enfant est beaucoup plus chargée que dans tous les autres pays de l'OCDE. Bien. Et donc, on dit qu'il faudra qu'il y ait une 5e matinée. Pourquoi une 5e matinée? Parce que là aussi, tous les experts sont d'accord, tous les chronobiologistes sont d'accord pour dire que c'est entre 9h et 11h le matin que les enfants apprennent le mieux. Voilà. Donc ensuite, effectivement, viennent se greffer là plusieurs discours, si vous voulez, des gens qui sont d'accord, pas d'accord. On voit bien que des municipalités, mais comme par hasard, beaucoup de municipalités, et dans les Yvelines, j'ai quelques exemples concrets. Sur votre circonscription, on jouait un jeu politique là-dessus. Des municipalités UMP ont, comme ça, a priori... Mais le gouvernement ne devrait pas, parce que la réforme n'est pas forcément populaire non plus. On parle de l'éducation, mais au-delà de ça, la réforme Taubira, la SNCF, le gouvernement fait ce qu'il faut. Le gouvernement fait ce qu'il faut. Le gouvernement se bat pour trouver des solutions. Vous savez, sur la SNCF, par exemple, on pourra peut-être en parler, mais... Justement, je vais vous interrompre, mais juste parce que j'aimerais écouter la réaction d'un représentant CGT de la SNCF qui est venu vous interpeller avec certains de ses collègues. Et c'était lundi 16 juin à votre permanence à Trappes. On envoie les images, justement, et on écoute cette réaction recueillie après l'échange avec vous. Monsieur Mallet dit qu'il n'est absolument pas au courant du projet de loi pour le moment, ce qui est quand même inquiétant puisqu'il va être... étudié et débattu en procédure accélérée. Donc on est pour le moins surpris du fait qu'il n'ait pas connaissance du dossier, d'autant plus que la ville de Trappes est une ville où le chemin de fer avait quand même une importance énorme, puisque le développement de la ville a beaucoup été fait autour du chemin de fer, et que le déclin du chemin de fer, qui était principalement organisé par les pouvoirs publics et la direction de la SNCF, crée des problèmes d'emploi, notamment sur le bassin de Trappes, crée des problèmes de circulation de camions sur la nationale 10. Et tout ça, c'est des problèmes qu'on retrouve globalement sur la ville de Trappes. Enfin, pas que de Trappes, mais tous les alentours. Et M. Mallet semble complètement ignorant de ce sujet-là. C'est pour le moins surprenant. Je vous laisse répondre. Vous connaissez ce dossier? Oui, bien sûr. C'est parce qu'il semble être mais vous savez, représentant CGT. Et quel est votre point de vue au-delà de ça? Oui, mais mon point de vue, c'est d'abord, je tiens à le dire, j'étais lundi après-midi en rendez-vous à ma permanence, donc voilà, évidemment, il y a une trentaine de militants de la CGT qui sont venus sans rendez-vous et qui sont venus dans la permanence pour me parler de ce projet de loi que je connais bien. Mais vous savez, c'est difficile de dialoguer avec 30 militants CGT. Moi, j'aime bien discuter avec 2-3 personnes pour aller sur le fond. Discuter avec 30 personnes, c'est toujours compliqué. Au-delà de ça, sur le fond, non, mais au-delà de ça, moi je respecte. Sur cette réforme ferroviaire, il faut la faire. Mais moi, je ne comprends pas comment vous dire. D'abord, moi, je respecte les syndicats et la CGT, organisation syndicale parmi les autres, qui est importante. Et, on va être pris par le temps. Attendez, que je respecte clairement pour le fond de votre pensée. Mais je ne comprends pas la réaction là de ces militants, puisque le projet de loi a été
lorsqu'il a été élaboré, il y a eu vraiment une concertation étroite, avec en particulier la CGT, qui a été, à tous les stades de la confection de ce projet de loi, a été informée. Bien. Ce projet de loi, d'une certaine façon, va dans la direction de ce que souhaitait la CGT, c'est-à-dire une réunification, vous savez, de RFF et de la SNCF. Il y aura 3 établissements publics industriels et commerciaux, donc la réforme un de tête et 2, la SNCF Mobilité et Réseau, qui seront chapeautés par cet établissement public. Il ne s'agit pas de remettre en cause le statut des cheminots. Donc ils ont tort de faire grève? Oui, non? Non, je ne dirais pas qu'ils ont tort de faire grève, parce que la grève est un droit constitutionnel. Moi, je les respecte profondément. Sauf que ça fait une semaine et que là, les usagers commencent à en avoir marre aussi. Oui, tout à fait. Il faut parler de ce qu'il y a dans le projet de loi et ne pas être dans des choses qui ne sont pas dans le projet de loi. Merci Jean-Philippe Mallet, député PS des Yvelines. Prochain numéro du 7-8 politique le 1er juillet. Cette édition, les précédentes sont à voir en replay sur notre site internet. Très bonne soirée.